Et on se retrouve dans Face à Michel Onfray. Bonjour Michel. Bonjour Laurence. Ravi de vous retrouver pour cette heure d'échange autour de l'actualité de cette semaine. Nous allons bien sûr évoquer les commémorations du 80e anniversaire du débarquement avec la présence de nombreux chefs d'État sur les plages de Normandie, dont le président ukrainien Zelensky. Ce qui nous intéresse, c'est de comprendre comment la mémoire et l'histoire sont des constructions politiques au fond. Comment transmettons l'histoire aujourd'hui dans notre pays? La question que je vous poserai, mon cher Michel. On parlera aussi du projet de loi sur la fin de vie qui continue à être examiné par l'Assemblée nationale avec des débats très intenses. On va y revenir dans cette émission. Enfin, les grandes préoccupations des Français à travers notre sondage, c'est News Europe 1 avec le JDD. Première préoccupation, Michel, le pouvoir d'achat. Vient ensuite l'immigration, devant l'environnement et la sécurité. Comment analysez-vous cela? Qu'est-ce que cela dit de notre société? Mon cher Michel, la seule chose dont nous ne parlerons pas aujourd'hui, ce sont des élections européennes. Pourquoi? Car nous sommes dans la période de réserve, juste avant le scrutin. La loi nous interdit de parler des partis politiques, de parler d'Emmanuel Macron. Je sais que ça va vous coûter, mais aujourd'hui, nous allons faire une émission absolument sans politique. Ouais. Vous êtes prêts pour le défi du jour? Essayez. Allez, on essaye. On commence par les commémorations des célébrations donc, de ce 80e anniversaire du débarquement. Elles se sont étalées sur 3 jours. Le 5 juin dans le Morbihan, le 6 juin évidemment autour d'Omaha Beach et le vendredi 7 juin lors des cérémonies à Bayeux. On a des séquences extrêmement émouvantes, mon cher Michel. Vous avez dû les regarder. Il y avait beaucoup de monde qui regardait la télévision et qui écoutait la radio sur Europe 1 avec notamment un parachutiste que je vais vous faire écouter. Il s'appelle Achille Muller. Il a 99 ans. C'était l'un des 9 parachutistes lâchés au-dessus de Plumelec. Il est le dernier survivant des forces françaises libres. Et il est sûr, c'est assez touchant de l'entendre, que les jeunes Français aujourd'hui n'hésiteraient pas à s'engager pour libérer leur pays. On écoute son témoignage, je vous fais réagir ensuite. Libérer la France, c'était notre but, c'est du bonheur. Si demain la France était attaquée, ils devraient faire la même chose que nous. Et ils le feraient sans hésiter, à votre avis ? Sûrement. Ils n'ont pas la même éducation, mais je pense que le réflexe du Français qu'on attaque et quand on a peur pour sa famille, on va au combat. Vous n'avez jamais hésité, vous ? Non, jamais. Il faut dire que moi, les Allemands voulaient m'incorporer et j'ai décidé de rester soldat français. J'ai quitté ma Lorraine natale, je suis allé jusqu'en Grande-Bretagne sans me faire prendre, ce qui a beaucoup étonné les Anglais. Voilà pour ce témoignage sur CNews et Europe 1 d'Achille Muller, formidable évidemment. Achille Muller, président. Oui, c'est ça, 99 ans, et il dit « Moi je crois que les jeunes s'engageraient ». Oui. Est-ce que vous en êtes sûr? Moi d'abord, je suis sidéré par cet optimisme. C'est incroyable cet homme, formidable, cette vitalité. D'abord, il y a des vitalités chez ces anciens-là. Alors, il y en a un qui est malheureusement décédé dans l'avion, mais je crois qu'il y en a un autre qui, à 100 ans, a dû épouser une nonagénaire. Exactement. C'est formidable. Un Américain. Oui, et ça, c'est formidable. Et donc, puis leur modestie, c'est-à-dire cette façon de dire « Ah non, je ne suis pas un héros, moi. Les héros, ils sont morts ». Je ne crois pas. Je crois que tout ça s'est fait un peu par hasard. Si vous avez une balle qui passe, elle prend le cœur, et puis elle passe à côté, puis elle prend la tête du voisin. Et donc, c'est le hasard qui fait ça, mais qui fait que vous êtes mort ou vous êtes vivant. Mais c'était des héros, et ce sont des héros. Et ils ont la modestie des vrais héros. Pas les gens qui réécrivent leur histoire en disant « Mais moi, j'ai été résistant, je fais ceci, je fais cela ». Enfin, moi, j'en ai connu beaucoup. Dans mon oui, vous êtes normand, on le rappelle. Et donc, mon père était là au moment de la bataille, comme il disait. Et puis après, j'ai vu tous les gens qui ont réécrit l'histoire. L'histoire, c'est ça souvent. Hein. C'est pas tant l'objectivité de ce qui a eu lieu que la narration qui est faite de ce qui a été vécu. Parce que vous avez des gens après, il y avait ceci, il y avait cela, puis d'autres qui disaient mais pas du tout. Il y avait France 3 à l'époque, et Radio France, je crois, qui faisait des collectes de paroles. Et alors là, les gens commençaient à raconter des choses. Ils leur mettaient le micro sous le nez, ils racontaient des choses, jusqu'à ce qu'un jour, par exemple, on fasse remarquer à l'un d'entre eux qui avait le souvenir que les bombes tombaient, qu'à l'âge qu'il avait, il ne pouvait pas avoir le souvenir de bombes qui tombaient, qui sont tombées beaucoup plus tard ou ailleurs, ou je ne sais quoi. Donc c'est difficile, l'histoire, parce que c'est difficile l'écriture de l'histoire. Puis quand l'histoire est écrite, c'est difficile de la lire correctement. On va y revenir dans un instant, parce que c'est vrai que l'histoire est écrite par les vainqueurs, on le sait tous, évidemment, et réécrite par les vainqueurs. Il y a ces séquences donc, avec Achille Muller. Il y a eu beaucoup de remises de Légion d'honneur à des vétérans américains. On va peut-être regarder un tout petit extrait et écouter un petit extrait parce que je trouve que c'était le moment, finalement un des moments les plus émouvants de ces célébrations, de voir ces héros vacillants, 99, 100 ans pour certains d'entre eux, décorés de la Légion d'honneur ô combien méritée. Écoutez. Monsieur Richard Wrong,
Au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Voilà pour l'une de ces séquences extrêmement émouvantes. Là, elle est méritée, cette Légion d'honneur. C'est ce que j'allais vous dire. C'est vraiment ce que j'allais vous dire. Quand 2 fois par an, 1er janvier, le 14 juillet, je crois, je lis dans la presse, c'est parfois 4 pages dans le journal, tous les noms de ces gens qui reçoivent les Légions d'honneur. Et parfois, on se dit cuisinier à Matignon ou ce genre de choses. Ah bon, ça a mérité une Légion d'honneur. Alors là, pour le coup, oui, bravo. Et puis on voit ces gens qui évidemment, ont des difficultés à marcher, sont presque tous en chaise roulante, qui se lèvent. Et qui ont le sens vraiment de la dignité, quoi, qui savent que quelque chose leur est offert qui compte, quoi. Mais à cet âge-là, si tard. Je n'ai pas répondu complètement à votre question tout à l'heure quand vous me disiez « et les jeunes partiraient-ils » et quand ce monsieur, j'admire son optimisme. Je pense que les conditions historiques changent vraiment les choses. C'est-à-dire que là, dans son fauteuil, ce qu'on aurait été résistant que Collabo, évidemment, tout le monde est résistant. Et puis, quand l'histoire arrive de face, alors là, elle révèle l'histoire, elle révèle des gens. Elle révèle des gens qui ont du courage ou pas, d'autres la lâcheté. Elle révèle des collabos, elle révèle des résistants, elle révèle des attentistes. Enfin, elle révèle vraiment la nature humaine. Et je crois que ce monsieur a finalement raison, parce qu'il m'arrive, moi, de voir après des conférences, ou de recevoir du courrier, ou de voir des gens dans la rue qui m'arrêtent et qui sont jeunes, et qui me disent des choses gentilles sur notre émission, sur les livres que j'écris, sur l'université populaire, etc., etc. Et on se dit, je ne crois pas, je ne vais pas projeter ces individus dans la fiction, mais je crois que ces gens-là pourraient s'engager, vraiment. Ils ont le sens d'un certain nombre de valeurs perdues ou moquées. Le sens de l'honneur, le sens de la parole donnée, le sens de la patrie, le sens du peuple français, le sens de la nation. Et ils ne font pas de la politique politicienne, ils aiment vraiment la France. Et je pense qu'il y aurait là un contingent, effectivement, de vrais résistants. Mais c'est ainsi. Il y a les résistants, les collaborateurs, c'est vieux comme le monde. Il y en a à l'époque de la guerre du Péloponnèse, et il y en a aujourd'hui, alors qu'on n'est pas forcément en situation de guerre, sur un certain nombre d'autres sujets dont nous ne parlerons pas. Mais je pense que, de fait, les situations historiques font sortir le pire et le meilleur des hommes. Emmanuel Macron, dans une de ses nombreuses prises de parole, c'est normal, il y avait 3 jours de commémoration, s'est adressé aux jeunes, justement. Et il a insisté sur le legs des héros de la résistance. On va l'écouter. Le courage, les sacrifices et les succès des maquisards et des SAS français nourrissent notre force morale, et leurs prouesses doivent rester vivantes dans nos cœurs comme dans nos esprits. Je sais notre pays, fort d'une jeunesse audacieuse, vaillante, prête au même esprit de sacrifice que ses aînés. Là encore, Michel Onfray, il a raison de faire appel à cet esprit-là de la jeunesse française. Très beau discours. Très beau discours. Oui, on peut effectivement faire appel à la jeunesse française. Moi, je ne parle pas de la résistance avec un R majuscule. Ça ne veut rien dire la résistance. Il y a des résistances. Il y a des résistances dans la chronologie. C'est ça qui est très important. C'est de dire résistant quand. Parce qu'il y a quelqu'un qui démarre très tôt, 18 juin 40, et qui donne le mode d'emploi et qui nous dit, avec son fameux appel, qu'il attend qu'on vienne vers lui. Et puis après, vous avez des gens qui rentrent dans la résistance tardivement. Vous avez des gens qui rentrent dans la résistance quand, finalement, il y a Stalingrad, enfin le résultat de Stalingrad, fin 42, début 43, ils comprennent que finalement c'est un peu terminé, donc pour l'Allemagne nazie, que c'est une question de temps. Il y a ceux qui comprennent que les États-Unis rentrent en guerre, puisque finalement Hitler et Mussolini, les États-Unis ont déclaré la guerre et qu'ils en sont depuis Pearl Harbor, donc il va falloir qu'ils arrivent. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle le STO, le service travail obligatoire, c'est-à-dire les gens qui, nés en 21, classe 41, c'était l'âge de mon père, qui n'y est pas allé parce que lui, il s'occupait de la ferme parce que le patron était prisonnier et que donc c'était un cas qui faisait qu'il n'était pas mobilisé. Mais sinon, on venait chercher les jeunes et on leur disait, mais maintenant, vous allez partir travailler pour les Allemands. Involontairement en Allemagne. Sauf ceux qui l'étaient volontaires. Je crois qu'un certain Georges Marchais l'était. Et donc, dans les usines Messerschmitt. Et donc, il y a des jeunes qui ont dit, ah mais moi, je m'en vais, moi. Je veux rester dans mon coin, dans mon canton, dans mon village ou non loin de mes parents ou de mes proches. Je ne veux pas partir en Allemagne. Bon, d'aller chez les Boches pour bosser, etc., etc. Et qui ont pris le maquis, pour le coup. Alors là, il y a beaucoup de gens qui sont entrés en résistance. 40, 41, 42. Les communistes, ils attendent la fin du pacte germano-soviétique, puisqu'ils collaborent en 39, en 40, en 41. Et puis Hitler entre en Union soviétique, donc il casse le pacte germano-soviétique, c'est l'opération Barbarossa. Et d'un seul coup, les communistes qui obéissaient à Moscou disait avant, il faut collaborer, maintenant ils disent, il faut résister. Donc ces gens-là, ils sont résistants en 42.
Donc 40, 41, 42. Et puis il y a des gens qui sont résistants tardivement. Je rappelle qu'un certain André Malraux, lui, entre en résistance, je crois, en mars 1944. Je ne parle pas de Sartre qui rentre en résistance en 1946, en écrivant les réflexions sur la question juive. Et même chose avec Simone de Beauvoir, où les gens qui disent c'est notre succès, Simone de Beauvoir dans ses mémoires dit la libération, c'est notre libération, etc. Après avoir travaillé à Radio Paris, Radio Vichiste, etc. Et Sartre avoir écrit dans des journaux collabos comme Comédien, par exemple, ou d'avoir fait jouer ses pièces avec un public de nazis qui applaudissait au premier rang et qui buvait une coupe de champagne après. Donc les gens qui ont été résistants, les vrais, pour moi, c'est l'âge d'or de la résistance, ce sont les gaullistes. Alors oui, d'accord, il y en a eu après plein, et bravo André Malraux d'être arrivé en 44, alors que quand on vient le chercher, il dit combien de divisions, il a une histoire d'amour, il est sur la côte d'Azur, la résistance, ça ne l'intéresse pas beaucoup. Donc cette façon d'écrire résistance avec une majuscule, voire collaboration de la même manière, et puis de dire finalement tout le monde a été plus ou moins résistant, je dis attention, faisons vraiment de l'histoire. Il y a des gens qui ont réécrit l'histoire. René Clément, par exemple, quand il fait la bataille du Rail, les communistes, ils ont résisté, je le rappelle, après 42. Et là, on a la résistance cheminote, et ils ont tous été des résistants, les cheminots. Il y a aussi des cheminots qui n'ont pas dit grand-chose quand il fallait conduire les trains vers les camps de la mort. Alors, on va parler de l'histoire réécrite, évidemment, par les vainqueurs et par les Américains. Avant, j'aimerais juste qu'on écoute le roi Charles III, qui était là. Il était en pleine forme, heureusement, après ce traitement contre son cancer. Et il a eu une grande élégance, à mes yeux, c'est de rendre hommage aux civils français morts pendant les bombardements. Et vous savez évidemment de quoi je parle, parce que vous êtes normand. On va juste écouter Charles III, et je vous passe la parole, Michel Onfray. Ce mémorial rend également un hommage particulier à la plus grande tragédie du débarquement. Le nombre inimaginable de civils français qui sont morts dans cette bataille commune pour la liberté, alors que les Alliés se battaient dans le nord-ouest de la France pour s'assurer une victoire finale. Nous ne manquerons jamais de rendre hommage au courage et au sacrifice incroyable des hommes et des femmes de la résistance française. La chaleur et la générosité de l'accueil réservé aux vétérans du débarquement par les Normands constituent l'aspect le plus émouvant et le plus mémorable de ces commémorations. Voilà, on est sur CNews et Europe 1 en face à Michel Onfray. Michel Onfray, on vient d'écouter le roi Charles III. Grande élégance. J'adore. Parce que franchement, voilà, il n'était pas obligé. Non. D'abord, il a une belle voix. Là, je parle du timbre de la voix. Ensuite, il a un accent formidable. Et il est francophone, francophile, ça fait partie du métier, on apprend. Et puis on disait tout à l'heure, il y a 10 minutes, que les conditions historiques pouvaient révéler les jeunes, pouvaient révéler la méchanceté et la bonté des hommes. Et là, on voit que le fait qu'il soit devenu roi l'a révélé, même physiquement. C'est plus le même homme. Il y a une façon d'incarner la royauté qui fait que tout est formidable dans cette façon de se présenter. Par exemple, moi, j'ai écouté la totalité du discours devant ma télévision. J'habite Caen, mais je ne suis pas invité aux cérémonies officielles. Et il parlait en anglais quand il s'agissait de parler de l'Angleterre. Et quand il parle de la France, il parle en français. Et puis après, il rend hommage aux civils des bombardements. Oui. Ce sont les oubliés de cette guerre. Mais bien sûr, 20 000 morts. 20 000 morts. 20 000 morts. Et je ne parle pas des villes détruites. Et je ne parle pas des archives détruites, par exemple. C'est-à-dire, on oublie que des musées ont été ravagés, que des archives ont été ravagées, que des bâtiments historiques ont été ravagés, et que ça, c'est quelque chose qu'on ne pose pas comme question. Est-ce vraiment bien nécessaire ? Alors, pour ceux qui imaginent qu'effectivement, quand on détruit un jour où il va falloir reconstruire, et que finalement le plan Marshall permettra aux États-Unis de faire un bénéfice formidable sur la reconstruction, on se dit peut-être y aurait-il eu moyen d'éviter la destruction d'un certain nombre de villes. Je songe à Caen, je songe à Falaise, je songe à Mont-Argentan, je songe à Saint-Lô et à tant d'autres petits villages, et Montchambois, une partie. Et on se dit, il y avait toute une stratégie qu'on peut peut-être enfin examiner, parce que ce n'était pas forcément nécessaire. Moi, j'ai vu des photos aériennes. J'ai un ami, Ghislain Gondouin, qui est mon vieux copain d'enfance et qui vend des vieux livres à Chambois, qui m'a fait voir des photos inédites et où on voit les impacts de bombes. De bombes, oui. Et on se dit, est-ce que c'était vraiment nécessaire de détruire une ville entière alors qu'on en a plein en la Résistance, on pouvait faire sauter 3 ponts.
Si vous faites sauter un pont en amont, un pont en aval, éventuellement un troisième en sécurité, vous épargnez des populations civiles. Donc on peut aujourd'hui interroger la stratégie militaire des États-Unis. Quant à l'Angleterre, je trouve qu'on a beaucoup vu des drapeaux américains dans cette célébration, drapeaux américains, oui. Un peu, heureusement, de ces drapeaux anglais, mais moi j'ai été élevé dans le culte des Polonais, dont on a peu parlé. Je n'ai pas vu, moi, j'en ai passé du temps de cette journée devant ma télévision. Je n'ai pas vu non plus de drapeau canadien, assez peu, très peu. Quelques-uns, il y avait le Premier ministre Justin Trudeau. Oui, mais lui, il aurait pu être un peu plus présent, par exemple, on aurait pu le solliciter un peu plus. Et c'est un ensemble d'alliés dont on oublie qu'il y a une trentaine de pays. Et ils ont réussi, les Américains, à laisser croire que c'était leur affaire. Et évidemment, et c'est pour ça qu'on va parler de la présence de Tom Hanks, de Steven Spielberg, qui a mis en scène le film « Il faut sauver le soldat Ryan » en 1998. Oui. Il y a eu aussi le film « Le jour le plus long ». C'est à partir de là, vous dites qu'on a commencé à réécrire l'histoire, Michel Onfray ? Oui. Alors, il y a 2 très beaux livres de Deleuze, qui était un grand philosophe français des années 70-80, du siècle dernier. L'image-mouvement d'abord et l'image-temps ensuite. Bon, ce sont 2 livres vraiment très complexes. À partir de Bergson, il analyse l'écriture cinématographique, c'est-à-dire la construction d'un temps nouveau. Et on le fait assez peu, ça. On voit des images et on est embarqué par l'image et puis on a l'impression que c'est la vérité qui nous est donnée. C'est un temps qui est reconstruit, à l'évidence. Et c'est parfois une narration qui est reconstruite aussi. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup dit, mais Le jour le plus long donne une image terrible de la France. Alors, formidable des États-Unis. Vous avez John Wayne, Jeep, la cigarette. Et puis, vous dites, bon, la virilité, le costaud, le solide, le type qui n'a pas de casque alors que ça explose de partout. D'ailleurs, on a oublié aussi, quand on a célébré le 6 juin, qu'on a célébré le débarquement et que débarquer le 6 juin avec les barges qui s'ouvrent, et c'est pas exactement la même chose que débarquer le 9 juin tranquillement pépère alors qu'il n'y a plus d'Allemands, etc. Et là, on mélange le tout. C'est-à-dire qu'on demande pas. C'est comme les résistants, entre ceux du 18 juin 40 et ceux de mars 1944 comme Malraux. Vous avez aussi des gens qui ont débarqué, certains le 6 juin, il n'en est pas resté beaucoup, et puis d'autres qui ont débarqué également le 8, le 9, le 10, le 12, etc. Donc c'est pas vraiment exactement la même chose. Et le cinéma fabrique des fictions. Et là, la fiction, souvenez-vous de la dernière image du jour le plus long, où on voit ce casque américain renversé avec l'étoile américaine, où on nous dit, en gros, le jour le plus long, c'est le jour le plus long pour les Américains qui sont venus défendre les Français. On oublie qu'il y a eu Pearl Harbor, qu'il y a eu, je l'ai déjà dit, mais enfin qu'il y a eu... Bien sûr, oui. Et que les Américains, ils viennent juste faire une guerre qui est déclarée entre Hitler et eux. C'est Hitler qui déclare la guerre. Et là, pour le coup, ils viennent la faire sur le territoire européen, pas du tout parce qu'ils aiment la liberté, ils aiment tellement les Français, mais ils se disent, cette guerre, il vaut mieux la faire ailleurs que chez nous. Et ça n'a pas beaucoup été dit non plus. Et De Gaulle dans tout ça, Michel Onfray, on a assez peu entendu parler du général de Gaulle pendant ces commémorations, pas du tout les 5 et 6 juin, et pour cause. On en a entendu parler le 7 juin à travers le discours qu'a prononcé Emmanuel Macron à Bayeux, puisque évidemment c'était dans cette ville rapidement libéré que le général s'est adressé pour la première fois aux Français après le débarquement, le 14 juillet 1944. On va juste écouter un extrait d'un comédien qui s'appelle Michel Faux, qui a lu un extrait de ce discours du général de Gaulle. Vous qui avez été sous la botte de l'ennemi et avez fait partie des groupes de résistance, vous savez ce qu'est la guerre. C'est une guerre particulièrement dure, cette guerre clandestine, cette guerre sans armes. Je vous promets que nous continuerons la guerre jusqu'à ce que la souveraineté de chaque pouce du territoire français soit rétablie. Personne ne nous empêchera de la faire. Nous combattrons aux côtés des Alliés, avec les Alliés, comme un allié. Et la victoire que nous remporterons sera la victoire de la liberté et la victoire de la France. Voilà pour cet extrait du discours de Gaulle lu par Michel Faux, comédien bayeusien. C'était important quand même que l'on évoque de Gaulle. Il y a un gros mot dans ce texte. Lequel ? Souveraineté. Ah mais non, il ne faut pas en parler. Non, d'accord, on n'en parle pas. Mais on peut quand même se demander pourquoi on ne parle pas du général de Gaulle. Parce qu'effectivement, c'est le premier à dynamiter la mythologie américaine, la mythologie de récupération des Américains qui disent « c'est mon affaire ». Alors que c'est l'affaire des Alliés. Et un peu du général de Gaulle aussi. Le général de Gaulle, c'est pas tout, c'est pas rien non plus. Il a joué un rôle important, ne serait-ce que parce qu'il invite à résister. Les Américains, ils ne sont pas forcément concernés par cette affaire-là tant que leur business n'est pas en jeu. Ils savent à un moment donné qu'il y a des camps de la mort. Ils savent qu'on détruit des Juifs. Ils ne bougent pas. Ça ne les intéresse pas.
Et donc, il y a un moment donné où ça les intéresse parce qu'ils sont personnellement intéressés et d'un seul coup, ça les intéresse. Puis après, ils vont en profiter pour se dire, bon, très bien, si on peut s'installer en Europe, ce sera formidable. Si on peut s'installer jusqu'à Moscou, ce sera formidable aussi. Le général de Gaulle parle de souveraineté, et parler du général de Gaulle, ça voudrait dire, mais pourquoi n'a-t-il jamais célébré, lui, le 6 juin ? Parce qu'il sait bien que l'opération qui s'appelle Overlord renvoie en français à vassalisation et à suzeraineté. Donc évidemment, s'il s'agit de faire parler le général de Gaulle, on dira, mais son absence signifie quoi ? Son absence signifie le contraire de ce qu'on a vu. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de célébrer les États-Unis, mais juste de dire qu'ils ont fait un certain nombre de choses, faisons de l'histoire, mais que ce n'était pas pour que la France recouvre sa souveraineté. Recouvrer la souveraineté, c'est l'affaire du général de Gaulle, qui dit à un moment donné, rentrez chez vous, les Américains à Charlottesville formaient des cadres, et ils ont estimé que les préfets vichistes feraient l'affaire, parce que finalement, les préfets vichistes étaient anticommunistes. Et c'est le général de Gaulle qui a dit, on ne veut pas de votre monnaie, on ne veut pas de votre fameuse Amgot, un projet d'occupation, on ne veut pas de vos préfectures, c'est moi qui ai mon monde, et mon monde, ça va être les résistants, communistes compris, car le général de Gaulle fait l'union autour de lui. Donc évidemment, le général de Gaulle dit le 6 juin, c'est pas notre affaire, et on ne va pas célébrer ça. Le 8 mai, oui, la libération, mais pas le 6 juin. Et ça n'est pas étonnant qu'un certain François Mitterrand, lui, dise, mais on y va. Évidemment. Vive l'Amérique, vive les Américains. C'est lui qui remet en place ces commémorations, François Mitterrand. Mais complètement, parce qu'il s'agit effectivement, on n'a pas le droit de parler de l'Europe, mais je veux dire de fabriquer une Europe qui, elle, surgit de ça. Et c'est le meilleur de l'Europe. C'est cette façon de dire, il faut que plus jamais ça. Plus jamais cette guerre. Donc, effectivement, il faut qu'il y en a assez des oppositions entre les Français et les Allemands, 70, 14-18, 39-45, et faisons la paix avec l'Allemagne. C'est pourquoi le François Mitterrand et Helmut Kohl se tiennent la main dans une photo célèbre et magnifique, où il s'agit de dire, bon, on va faire une Europe autour du couple franco-allemand. C'est devenu autre chose. Mais cette Europe-là, elle surgit effectivement des décombres de la Deuxième Guerre mondiale. Mais le général de Gaulle ne voulait pas de cette Europe-là. C'était l'Europe de Jean Monnet, un certain Jean Monnet qui, à un moment donné, dit « ce serait bien que la France cesse d'être la France et qu'elle s'associe à l'Angleterre ». On oublie ça quand même pendant la guerre. Jean Monnet, il nous dit que la France cesse d'être française et qu'elle s'allie aux Anglais, donc aux Anglo-Saxons, donc aux Américains. Certains disent que Jean Monnet était payé par la CIA, on croit savoir que c'est vrai. Et donc, c'est un projet de disparition de la souveraineté nationale. Voilà pourquoi il vaut mieux ne pas trop parler du général de Gaulle quand on fait le 6 juin. Allez, merci. On va faire une petite pause, mon cher Michel, sur cette première partie de Face à Michel Onfray. On se retrouve dans un instant sur CNews et sur Europe 1. On va parler des grandes préoccupations des Français. Avec, en premier, le pouvoir d'achat, en deux, l'immigration. Qu'est-ce que ça dit de notre société ? Je vous pose la question dans un instant. Et on se retrouve pour la seconde partie de Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Michel, on va évoquer ce sondage CSA, CNews, Europe 1 avec le JDD qui place en numéro 1 le pouvoir d'achat. Ça, on le sait, c'est vraiment la préoccupation première des Français depuis des mois et des mois. Ce qui est plus surprenant, c'est que l'immigration arrive en deuxième position. Et ça, honnêtement, ça n'était pas arrivé depuis très longtemps. En 3, l'environnement. Thème très important pour les Français. Et en 4, la sécurité. Qu'est-ce que ça dit de notre société, Michel Onfray ? Quelle inquiétude porte-t-elle aujourd'hui ? D'abord, je crois qu'on découvre que notre société, enfin que la France n'est pas raciste. Et que, même si se soucier de l'immigration, c'est pas être raciste, entendons-nous bien, mais que la France est pauvre et malheureuse, du moins qu'elle est paupérisée. Et que paupérisé, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de pauvres qui sont de plus en plus pauvres et de moins en moins de riches qui sont de plus en plus riches. Voilà, exactement. Et ça, c'est ce que Marx analysait en disant que la production du capitalisme, c'était ça, paupérisation. Et nous en sommes là. C'est des fortunes considérables entre les mains de peu de personnes et puis de l'autre côté, une misère incroyable. Et une classe moyenne qui s'appauvrit. Et une classe moyenne, bien sûr, et qui est dans la précarité. Vous savez, aujourd'hui, il y a un certain nombre de signes. Vous savez, jadis, quand je dis jadis, c'était il y a une trentaine d'années, Pierre Bourdieu avait fait un très beau livre, le sociologue, un peu philosophe aussi d'ailleurs, qui s'appelait « La misère du monde ». Et c'était un livre d'analyse où il allait voir, d'entretien, d'interviews, il allait voir des infirmières, il allait voir des chauffeurs de train, il allait voir des petits commerçants, des policiers, et les gens racontaient leur misère au quotidien. Il faudrait refaire une misère du monde aujourd'hui et montrer quelle souffrance il y a, des souffrances nouvelles. Un jeune prolétariat, des pauvres parmi les jeunes, les garçons, les filles. Moi, je vois sous ma fenêtre passer des gamins en mobilette qui livrent des pizzas à 23h, ou des jeunes filles qui sont caissières et qui me disent moi, je fais mes courses, et elle me dit c'est quoi ça ? Elles ne connaissent pas le nom des légumes. Elle me dit mais elle ne fait pas la différence entre des haricots, des fèves et des petits pois, par exemple, vraiment. Et je suis obligé de lui expliquer. Et cette jeune fille, probablement, fait des études de je ne sais pas quoi, de commerce, peut-être de cinéma, enfin j'en sais rien. Et ça, c'est le symptôme d'une société qui s'appauvrit. Oui, c'est-à-dire qu'un étudiant se fait pour étudier, c'est pas fait pour livrer des pizzas ou pour... pendant ce temps-là, ils ne peuvent pas travailler. Ce sont les architectes de demain, les avocats de demain.
Donc il y a cette prolétarisation des jeunes, même éventuellement des prolétarisations sexuelles, des jeunes filles qui de temps en temps passent une soirée avec la personne qui dit j'oublierai les 3 mois que vous ne m'avez pas versé, etc. Hélas, des prostitutions d'occasion, ça aussi ça ne se dit pas, mais c'est terrible. Il y a des couples qui divorcent et qui n'ont pas les moyens tout seuls de se payer un appartement, qui vont revivre chez leurs parents. Il y a des gens qui travaillent et qui vivent dans leur voiture. Voilà ce qu'est la France aujourd'hui. C'est bien sûr, on voit des migrants dans des toiles de tente sous les périphériques. C'est terrible comme image. Mais il y a aussi une espèce de misère un peu discrète, silencieuse, un peu honteuse pour les gens. La France des oubliés. C'est ça. Je ne dis pas qu'elle est arrogante pour celle des migrants. Mais je veux dire que moi, je vois bien dans mon petit village, on sait qui est malheureux, qui est dans la souffrance, qui compte. En disant, ça, je ne peux pas. Moi, quand je suis dans mon village et que je fais les courses dans l'épicerie, je vois bien que des gens regardent les prix. Et qu'à un moment donné, vous ne choisissez pas la qualité, mais vous avez des gens qui regardent et disent, non, ça, je ne peux pas. Si j'achète une bouteille d'huile, on va prendre la moins chère, etc. Ce n'est pas seulement des gens qui ne travaillent pas. Ce sont des gens qui, parfois, ont des petits salaires. Oui. Des travailleurs pauvres. Des travailleurs pauvres. Et ces gens-là, je comprends qu'ils disent, pour une consultation électorale ou pour un interrogatoire, j'allais dire, pour des questions posées par des sociologues, que leur premier souci, c'est ça. C'est juste de dire, souvenez-vous, les Gilets jaunes, ça démarre comme ça, c'est en novembre, et on a des familles qui disent, on travaille, on n'a pas de quoi acheter les jouets aux enfants, et ce sont les grands-parents qui achètent les jouets des enfants, et on n'a pas les moyens de mettre du gasoil dans notre voiture, qui est pourtant nécessaire pour travailler, etc. Le début de la crise des Gilets jaunes, souvenez-vous de Jacqueline Moreau, ça démarre un peu comme ça, et elle pousse un coup de gueule. En s'enregistrant comme ça, et elle dit la vérité de cette souffrance-là. Et cette souffrance-là, elle n'est pas écoutée, elle n'est pas entendue. Et il y a un moment donné où il y a certains partis politiques qui normalement devraient préempter la souffrance prolétarienne, la souffrance des plus simples, la souffrance des plus pauvres. Mais ils ont choisi un autre prolétariat. Vous savez, il y avait cette fondation qui, à l'époque, Terra Nova avait estimé que je fais attention à ce que je dis. Oui, parce que comme on est en période de réserve, on n'a pas le droit de parler des partis politiques et des élections. Et qui avait fait savoir que le peuple était parti du côté d'un parti, et qu'il fallait le laisser aller là-bas, et qu'il fallait récupérer, refabriquer un peuple nouveau. Et moi, je pense que ce peuple nouveau existe aussi. Le néo-féminisme, les questions ethniques, tribales, religieuses, etc. C'est important. Il faut effectivement prendre en considération ces choses-là. Mais ne pas oublier qu'il y a aussi un peuple blanc, pour le dire dans le vocabulaire d'aujourd'hui, et pas forcément blanc, il peut être métissé aussi, mais de gens malheureux qui souffrent, qui travaillent et qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, qui ne peuvent pas payer les études de leurs enfants. Les bonnes écoles, elles coûtent cher. J'entendais l'autre jour des gens me dire, ils m'arrêtent dans la rue, ils m'expliquent des choses en me disant, on est en train de payer une école à nos enfants, 10 000 € par an. Mais comment vous faites pour payer 10 000 € par an une école à vos enfants quand vous n'êtes pas, je sais pas quoi, profession libérale, enfin vous n'avez pas le pouvoir d'achat qui vous permet. Donc je comprends que les gens n'aient pas forcément le souci de la civilisation, de l'immigration, de l'euro, de l'Europe, de toutes ces choses-là. C'est trop loin, c'est compliqué, l'Ukraine... Enfin, c'est leur vie à eux. Leur vie à eux, c'est ça. Et je comprends qu'ils puissent dire, on souffre. Bien sûr. Il y a aussi la sécurité qui arrive assez haut dans les préoccupations des Français. Je ne résiste pas au plaisir de vous faire écouter Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, qui, cette semaine, a voulu s'exprimer à propos de la situation dans les prisons. À la lumière terrible de l'évasion de Mohamed Amra, ce délinquant chevronné qui avait 9 téléphones portables dans sa cellule, qui gérait son business depuis sa cellule, on s'est aperçu que les prisons étaient un endroit où les voyous pouvaient télétravailler en quelque sorte. On va écouter ce qu'a dit le garde des Sceaux à propos des brouilleurs qui sont censés empêcher les communications téléphoniques. C'est assez drôle, il se prend un peu les pieds dans le tapis, on l'écoute. Nous avons fait l'économie d'un certain nombre de transfèrements, bien sûr, et puis politique de transfèrement permettant de prendre le haut du spectre, les détenus du haut du spectre, pour aller là où il y a des brouilleurs. À ce titre, je voudrais vous rappeler qu'en 2017, il n'y avait aucun brouilleur, strictement aucun. Aucun. Nous en avons doublé le nombre. Il n'y avait aucun système... Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le garde des Sceaux. Arrive. Vous n'avez plus de temps de parole, Monsieur le garde des Sceaux. Voilà, on est sur CNews et Europe 1. 0 x 2 égale toujours 0. Bon, ouais, voilà. C'est un mauvais procès, je crois. Non, mais c'était pour le oui, faire mais bon, je ne suis pas suspect de défendre vous n'êtes pas tendre avec lui. Dupond-Moretti. Mais je veux dire qu'il a le mérite d'être d'une certaine manière assez bon orateur. Il n'y en a pas 36. Vous avez des gens qui annonnent leur fiche. Je ne vais pas donner de nom non plus. Non, pas de nom. Mais vous avez des gens devant leur micro qui parce qu'on sait qu'il y a je ne sais pas combien de minutes, mais tout est calibré pour que ça tienne la minute près. Et puis qui sont incapables de se détacher de leur propre texte. Lui, il improvise.
Il improvise avec des gens qui hurlent, qui vocifèrent, qui le traitent de tous les noms. On n'entend pas tout. Mais quand vous êtes là sur place, vraiment, vous avez une classe... Donc vous lui pardonnez cette erreur? Je pense que quand vous parlez beaucoup, que vous prenez le risque de parler sans fiche et sans note, l'idée de dire on a multiplié par 2 les brouilleurs qui n'existaient pas précédemment, oui, 2 fois 0 égale la tête à Toto, et donc, mais je pense que bon, il est plus attaquable sur d'autres choses, sur d'autres sujets. Il est depuis combien de temps ministre de la justice, garde des Sceaux. Et moi, je lui reprocherais plus, par exemple, d'avoir fait un fait extrêmement symbolique, c'est-à-dire dès qu'il est élu, il s'en va dans une prison en disant je suis votre ministre. Pour voir aussi le personnel pénitentiaire. Il voit à la fois les détenus, mais aussi le personnel pénitentiaire. Ceux qui l'applaudissent, ce sont les prisonniers. Il y avait symboliquement, vous savez, dès qu'on est ministre ou dès qu'on est chef de l'État, on devrait avoir un conseiller en symbolique. Juste dire, ça se fait, ça se fait pas, ça se dit, ça se dit pas. Évitez ceci, évitez cela. Pour une première sortie, ne faites pas ceci. Pour une deuxième sortie... Ça s'appelle des conseillers en communication, normalement. Oui, par exemple, oui, vous avez raison, bien sûr. Oui, c'est vrai qu'ils existent, ils sont nombreux, ils sont bien payés. Ils sont très nombreux. La sécurité, je voudrais qu'on la poursuive sur ce thème-là, parce qu'il y a eu à nouveau un exemple terrible à Clamart, dans les Hauts-de-Seine, avec un automobiliste de 34 ans qui a été tué parce qu'un jeune délinquant de 14 ans, Michel Onfray, était au volant d'une voiture volée et a refusé d'obtempérer face à la police. Il avait un lourd passé judiciaire déjà, et cette spirale de la délinquance qu'on a souvent évoquée dans cette émission n'a pas su être stoppée par la justice. On va écouter la colère et en même temps la lucidité des habitants de Clamart qui disent, voilà, il y a un véritable problème d'autorité avec ces jeunes-là. Écoutez-les. Ça me semble absolument stupéfiant que dès 14 ans, il y ait un refus total de l'autorité. Donc effectivement, il faut dès le plus jeune âge montrer les limites pour que les gens comprennent. C'est vrai que les parents, ils se posent des questions. Il faut élever mieux ses enfants. Il y a un problème de société. C'est un problème de société. Un problème de société, donner des limites à des enfants, c'est leur donner la liberté finalement, Michel Onfray ? Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il est à 3 heures du matin là, dans une voiture. Il a 14 ans, donc il n'a pas de permis de conduire, donc il n'a pas d'assurance. Donc ça fait beaucoup pour un seul garçon. Et que font les parents là ? Moi, j'aimerais qu'on fasse une petite sociologie des parents. Et quand on fait une sociologie des parents, on dit « Ah, mais je ne sais pas, j'arrive plus, etc. » Oui, d'accord, très bien, mais enfin, pourquoi on n'y arrive plus non plus ? Il y a certains endroits de la société dans lesquels le petit garçon, c'est le petit mâle. C'est le petit costaud, c'est l'enfant roi, c'est celui à qui on ne dit jamais non. Et on fabrique ces individus-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné... En ne leur posant aucune limite, oui, encore une fois. C'est-à-dire les parents estiment qu'il est mignon, il est fantastique, il est formidable, il insulte, il ne dit pas bonjour, il ne dit pas au revoir, il ne dit pas merci. Vous avez même l'éducation positive aujourd'hui, prétendument positive. On dit mais il n'a pas envie de dire bonjour, arrêtez, puis arrêtez, parce que bonjour, ça veut dire qu'on souhaite une bonne journée, il n'a pas envie de vous souhaiter une bonne journée, vous êtes en train de lui apprendre l'hypocrisie, etc. Voilà, bravo, on continue comme ça, et puis c'est bien. Et puis à un moment donné où vous commencez à rencontrer, alors pas d'autorité chez les parents, puisqu'on célèbre le petit mal. Vous regardez, il n'y a jamais de filles. Plus rare. Non, mais la sociologie. Beaucoup plus rare. Vous avez un fait divers qui nous permettrait de savoir qu'une jeune fille était à 3 heures du matin dans une voiture sans permis, sans assurance, et qui a fait un délit de fuite, et qui, etc. C'est beaucoup plus rare. D'ailleurs, je n'ai pas le chiffre en tête, notre ami Dupond-Moretti nous les donnerait, mais combien de prisons pour les hommes, combien de prisons pour les femmes ? Oui, le rapport est... Voilà. On peut faire un féminisme à l'envers en disant... Exactement. Il y a cette façon de se comporter. Probablement parce qu'effectivement, les filles, c'est fait pour la cuisine, la vaisselle, le ménage, etc. Dans ces stéréotypes. Non, ben oui, mais dans certains milieux. Et dans ce même milieu, le garçon, c'est le mâle. C'est le fils, c'est le reproducteur, c'est etc. J'ai entendu ça moi-même, pas dans des sociétés musulmanes, dans le fin fond de la campagne, où effectivement ça se dit. Donc vous fabriquez des enfants tout-puissants, et quand ils commencent à rencontrer un peu la loi, sous forme de quoi ? D'un enseignant, c'est comme ça que ça démarre. Mais l'enseignant qui dira « Oh là là, on va se tutoyer, il y a un problème, on va en parler, etc. » Bon. Et puis quand il commence à avoir une vraie loi du genre un policier ou un gendarme, alors là, ça ne va plus. Et donc on fonce sur le gendarme, et puis on passe dessus, puis on les tue, puis on les écrase, puis etc. Donc évidemment, moi je pense que puisque les parents n'ont plus ce pouvoir-là, puisqu'on ne le donne plus aux enseignants qui d'ailleurs ont à enseigner et pas à faire de la police. À l'école, on transmet des savoirs, on n'est pas censé être une infirmière, un infirmier, on n'est pas censé être un psychiatre, un psychologue, un compagnon, un copain, une infirmière, un infirmier, un médecin, etc. Que les profs puissent en professer. Et ce serait très bien. Redonnons du pouvoir à la police et à la gendarmerie. J'ai vu l'autre jour un policier, quand je prenais mon train à la gare de Caen, qui me dit on peut se voir, on peut faire un selfie. Alors, et puis après, on a parlé un peu, et puis il me dit bah oui. J'ai dit ouais. Il me dit vous avez vos papiers, en rigolant.
Alors moi je lui dis, je sais bien que la police tue. Et on démarre un dialogue là-dessus. Et puis il me dit, vous savez, j'ai un fils d'une quinzaine d'années qui me dit, ouais, il ne faut pas que les policiers soient armés, etc. Je dis, mais c'est votre fils. Alors, je ne suis pas freudien, je n'ai pas dit que c'était pour tuer le père. Mais je veux dire, il y a juste un moment donné où on doit pouvoir dire, puisque l'autorité ne se rencontre nulle part, rendons-la à ceux dont c'est le métier, ils prennent des risques, ils s'exposent, ils meurent souvent, enfin ils meurent beaucoup. Donnons-leur la possibilité et revoyons ça. C'est une espèce de on les préserve, quoi. On commence à dire, bon, c'est d'abord du côté du policier, puis quand quelqu'un a foncé sur un policier, on dira que c'est plutôt le policier qui est victime et qui n'est pas coupable. On est face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Il y a aussi cette violence qui se dissémine dans toute la société. Moi, je pense que il y a une espèce de contagion de la violence qui touche toutes les catégories socioprofessionnelles. À Orange, il y a eu une Vaucluse, une mère de famille qui a été agressée à l'arme blanche par une automobiliste qui venait de lui faire un refus de priorité. Cette maman était dans la voiture avec ses 2 petites filles. Elle a donné juste un coup de klaxon. L'autre automobiliste lui a donné un coup de couteau. Il y a une contagion de la violence, selon vous, dans les sociétés, dans d'autres sociétés, Michel Onfray. Je crois que récemment, on a rendu la possession d'un couteau assez dérisoire. Je crois que c'est une petite amende de rien du tout. Mais moi, il faut mettre en taule les gens qui ont estimé qu'on devait pouvoir porter un couteau sur soi-même. Quand on a un couteau, qu'est-ce qu'on fait ? Mon père, il était ouvrier agricole, il avait un couteau sur lui parce que ça permettait de couper les ficelles, de nettoyer des trucs, etc. C'était un instrument de travail. Mais vous n'avez aucune raison, quand vous êtes un collégien, d'avoir un couteau avec une lame de 20 cm dans votre cartable ou dans votre poche. Il y a un moment donné où il faut imaginer une autre réponse qu'une réponse, je crois que c'est une petite amende de rien du tout. Si vous êtes un peu dans le trafic et vous sortez les billets de 50 € et vous allez payer l'amende et puis après vous continuez à porter votre arme sur vous. Donc évidemment, si vous avez un couteau sur vous, il y a un moment donné, vous allez vous en servir. Alors que ce soit à Crépol ou dans cette hypothèse-là. C'est-à-dire là, les embarras de Paris sont considérables et je prends le taxi et c'est incroyable, tout le monde klaxonne, tout le monde est... Et je peux comprendre que de temps en temps, des gens descendent et puis commencent à se taper dessus. J'en ai vu un l'autre jour qui a donné un coup de pied dans la porte d'une voiture. C'est resté à ça. Tant mieux. Mais il y a des cas beaucoup plus dramatiques. Alors, dans le temps, c'était la manivelle. Maintenant, c'est avec le couteau. La manivelle, ça pouvait être menaçant. Le couteau, c'est fait pour tuer. Donc, il y a cette espèce de gradation dans la violence qui touche tout le monde. Oui, et comme il y a cette espèce de tolérance pour le port d'une arme blanche, je pense qu'il y a une culpabilité de ceux qui rendent possible le port d'armes, de cette arme-là. Dans les grands fléaux aussi qui touchent notre société, il y a l'antisémitisme qui a augmenté de 300%, on le sait, en France depuis le 7 octobre. Le chanteur Patrick Bruel a fait un témoignage très important cette semaine en exprimant ce que cela veut dire d'être juif et donc d'être confronté à la haine. On va écouter un extrait de son discours. Patrick Bruel. Quand on est juif, peu importe si nous croyons en Dieu, si nous lisons la Torah ou si nous vivons selon ses préceptes, nous sommes un jour confrontés à une haine que nous ne savons pas expliquer. En naissant, nous devenons l'incarnation d'une question restée sans réponse, d'un pourquoi qui a retenti pendant 3 millénaires, de l'Égypte à l'Allemagne, de ghetto en pogrom, de l'Inquisition au génocide. Ce soir, je hurle en tant que juif, certes, parce que je ne suis jamais aussi juif que quand on me le rappelle. Mais je hurle aussi et surtout en tant que citoyen, un citoyen français, inquiet pour les valeurs républicaines et pour cet humanisme qui a fait, dès qu'il le pouvait, le progrès des civilisations. Voilà pour ce discours de Patrick Bruel, Michel Onfray. L'antisémitisme est un fléau, c'est le mal des mots pour vous ou pas ? Oui, bien sûr. Simplement, il faut faire l'histoire de l'antisémitisme. Il y a eu des façons diverses et multiples d'être antisémite. Il y a une thèse de Sartre qui est ridicule, 46-47, juste après la guerre, dans un livre qui s'appelle « Réflexions sur la question juive », où il nous dit que c'est l'antisémite qui crée le juif. Alors ça, c'est un truc de normalien, c'est une belle école où on apprend à briller, y compris en disant des choses fausses, mais je ne vois pas comment l'antisémite peut créer le juif s'il n'y a pas un juif qui précède l'antisémitisme. Ça me paraît quand même normalement du bon sens, mais le bon sens, ce n'est pas la chose du monde la mieux partagée, normal sup. Et donc, pendant très longtemps, la thèse de Sartre a triomphé. Mais très en amont, il y a quand même une thèse... Alors, je n'entrerai pas dans le détail de la naissance, au moment de Rome avec l'Égypte. Il y a des tolérances qui font... des tolérances du pouvoir romain à l'endroit des Juifs qui font qu'il y a un moment donné, il y a une naissance de l'antisémitisme à ce moment-là. Mais prenons le christianisme, c'est là que ça devient un peu plus visible. Jésus est un Juif
pour ceux qui croient à son existence, mais même pour ceux qui ne croient pas à son existence réelle, comme moi, mais à son existence conceptuelle, c'est un juif qui réalise ce que l'Ancien Testament annonçait. Les juifs disaient un prophète viendra, il sera ceci, il fera cela, etc. Puis il y a certains juifs qui disent c'est pas la peine de l'attendre, il est déjà venu. D'ailleurs, il a fait ceci, il a fait cela, etc. Ça s'appelle les chrétiens pour le coup. Et effectivement, il y a un antisémitisme à ce moment-là. C'est cet antisémitisme qui nous dit que les juifs ont tué Jésus. Et donc les chrétiens disent c'est le peuple déicide, ils ont tué Dieu. Ça dure pendant 15 siècles à peu près, 15-16 siècles. Vous avez la philosophie dite des Lumières, où pour le coup l'antisémitisme c'est de l'antijudaïsme. Alors là, pour le coup, c'est les Juifs ont rendu possible Jésus, Saint Paul, etc. Saint Paul qui d'ailleurs était un Juif converti, c'était Saül, le Juif qui devient chrétien et qui persécute les premiers chrétiens avant de devenir lui-même chrétien. Et là, pour le coup, c'est Voltaire. Et là, on déteste les Juifs parce que voilà. Et puis au XIXe siècle, c'est la révolution industrielle. Et vous avez un certain Marx qui écrit un livre qui s'appelle La question juive. Et pour le coup, les Juifs sont associés à l'argent, à Rothschild, à l'industrie, aux finances. Même Proudhon, que j'aime tant, tient des propos antisémites, et pratiquement tous les socialistes du XIXe siècle. Et la gauche est très antisémite pendant très longtemps, justement sur ce principe que le capital, c'est l'argent. Et aujourd'hui, on retrouve ça avec le capital, c'est l'argent. L'argent, c'est les États-Unis, c'est Israël, c'est le sionisme. Et on fait un ensemble et on débouche là-dessus avec un islam qui nous dit de toute façon que les Juifs, c'est le peuple élu, alors que dans le début du Coran, il est dit que les musulmans, c'est le meilleur des peuples. Donc c'est à partir de cette espèce de concurrence que, alors que, je le rappelle, judaïsme, christianisme, islam, d'un point de vue chronologique, il faut le dire aux gens, juste pour éviter de croire que quand les Juifs sont là depuis 3000 ans, les musulmans, ils sont aussi. Non, sûrement pas des musulmans, des Cananéens qui sont animistes ou qui ont des religions polythéistes, mais sûrement pas monothéistes. Et aujourd'hui, effectivement, il y a un antisémitisme qui est préempté par une certaine gauche, et elle a la forme de l'antisionisme, et ça continue. Et Patrick Bruel a raison de dire que dès qu'on a besoin de haine, c'est le juif qui contrôle. Alors mon hypothèse en 2 mots, c'est qu'effectivement, les juifs sont nomades à l'origine, et que les nomades s'opposent aux sédentaires. Vous voyez Caïn et Abel, il y a un nomade et il y a un sédentaire. Et comme par hasard, c'est le nomade qui tue et c'est le sédentaire qui se fait tuer. Parce que le nomade, il est là, il disparaît, et puis il peut voler des poules, on ne sait pas qui il est, alors que quand vous êtes dans un village sédentaire, on sait que vous avez volé la poule ou que vous ne l'avez pas volée. Et donc le nomade, c'est celui qui surgit de nulle part, qui est reparti très vite et qui peut faire tout et n'importe quoi. Donc on se méfie du nomade comme on peut se méfier du migrant d'ailleurs, c'est la même logique. Et on ne sait pas d'où ils viennent, ils prennent et puis ils s'en vont, ils sont insaisissables. Et ça c'est les Juifs, ce sont les Juifs. Alors qu'il y a ceux qui nous disent, nous on est enracinés, on est dans une terre. Et il y a donc un sionisme qui, avec Théodore Herzl au XIXe siècle, dit qu'il faut que les Juifs aient leur terre, c'est-à-dire faire de telle sorte que les nomades deviennent des sédentaires. Et ça pose problème, parce que quand les nomades deviennent sédentaires, qu'ils ont eux aussi des racines, et pas seulement les racines de la Torah, vous avez des gens qui leur interdisent ça, parce que ça leur interdirait la possibilité d'être antisémites, ce qu'ils sont sur le fond. Terrible. Michel Onfray, j'aimerais juste qu'on consacre quelques instants sur les débats qui se poursuivent à l'Assemblée nationale sur le texte relatif à l'aide à mourir. Il y a eu des débats extrêmement intenses, avec, je trouve quand même, de la sérénité, et c'est tant mieux, parce que le sujet est extrêmement important. Il y a des conditions d'accès très larges, toujours très larges, pour cette aide à mourir, avec une personne qui devra être atteinte d'une affection grave et incurable qui engage le pronostic vital en phase avancée ou en phase terminale. Il y a une grande différence, à mes yeux, entre phase avancée ou phase terminale. J'aimerais juste qu'on écoute le docteur François Bertin-Hugo, qui fait partie du Conseil national de la gériatrie, puis vous allez réagir ensuite. Je l'ai déjà discuté avec certains malades qui me disent que finalement, la société, au lieu de leur tendre la main et d'essayer de trouver des solutions à leur souffrance, ils vont leur demander « mais est-ce que finalement, tu n'as pas ce souhait de mourir ? Parce que je peux t'accompagner à ça. » Je pense que c'est important de rappeler que donner la mort, en fait, c'est pas un soin. Voilà. Et ça, il faut être très clair avec ça. Notre objectif à nous, encore une fois, c'est de faire disparaître la souffrance, pas le souffrant. Voilà, faire disparaître la souffrance et pas le souffrant, Michel Onfray. C'est une belle formule, mais le réel n'obéit pas aux formules. C'est très bien qu'il y ait une jolie formule comme ça, c'est bon pour les punchlines, comme on dit, mais c'est plus compliqué que ça. Et d'abord, je pense qu'on a le droit de changer d'avis sur ce sujet. On a le droit de vouloir... Tout moment. Y compris avoir passé sa vie comme président du droit à mourir dans la dignité, et puis quand il nous reste 3 semaines à vivre, dire non, je veux les soins palliatifs. On a le droit. Et moi, ce que je souhaite, c'est qu'on ait le droit à tout.
l'euthanasie ou les soins palliatifs. Les deux. Voilà. C'est pas qu'on arrête cette espèce de guerre de religion perpétuelle là, entre, je sais pas quoi, les robespierristes et puis les monarchistes, entre Pétain et De Gaulle, enfin, cette espèce de les catholiques et les protestants et les partisans de l'euthanasie et ceux qui sont contre l'euthanasie. Est-ce que nous ne pourrions pas, pour une fois, faire de telle sorte qu'on puisse développer les deux secteurs? Évidemment. Et puis dire, vous avez une possibilité, c'est pas une obligation. Et puis ne pas dire des gens qui veulent l'euthanasie, ce qui est mon cas, qu'on est des nazis, qu'on veut détruire les vieux, qu'on veut les jeter à la poubelle, qu'on est des libéraux parce qu'on veut rentabiliser les lits. Je pense pas que ce soit ma logique, c'est le contraire de mon combat de gauche depuis des années. Et d'être du côté des plus oubliés, des plus perdus, et puis faire de telle sorte que des gens puissent choisir leur propre mort. C'est-à-dire vous pouvez avoir une pilule dans une boîte qui est dans votre tiroir, et peut-être que la présence de cette pilule pour vous disparaître va vous faire tenir. Le philosophe Sioran disait à un moment, ou le moraliste Sioran, disait que l'idée du suicide lui avait permis de passer plus d'une nuit. Et donc, à un moment donné, l'idée que vous puissiez choisir votre propre mort peut faire que vous n'allez pas la choisir parce que vous savez que c'est là et que c'est une hypothèse et que ça va être vous qui allez pouvoir décider de cette chose-là et pas les autres. Absolument. En tout cas, on aura l'occasion d'en reparler parce que le texte sera encore débattu toute la semaine prochaine à l'Assemblée. Merci beaucoup, Michel Onfray. On a réussi à ne pas parler de politique pendant toute cette émission. Formidable. On en parlera la semaine prochaine. Oui, on se rattrapera. Bonne journée à vous sur nos deux antennes, sur CNews et sur Europe 1.